Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour le séminaire mensuel, le webinaire pardon, mensuel de WeMake. Ce mois-ci, une présentation d'un projet de recherche, hein. On a eu quelques présentations qui concernaient la formation, les appels à projets, la feuille de route. On va revenir sur des présentations de projets que WeMake a accompagnés. Aujourd'hui, le projet Le Héros, c'est un projet Nantes Université, École centrale de Nantes, qui porte sur biocolonisations, la compréhension et la modélisation des surfaces, enfin, des paramètres favorisant ces biocolonisations et leurs effets sur les forces hydrodynamiques des installations qui sont biocolonisées, notamment sur la force de traînée. Pour nous présenter ce projet ce soir, Franck Scouff de Nantes Université, qui est le porteur du projet. Vas-y Franck, tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Et donc, je vous rappelle les règles, hein, habituelles. C'est en format hybride, vous pouvez interagir sur Zoom pendant le webinaire. Les micros et les caméras sont coupés, mais vous avez le bouton QR questions et réponses en bas, dans la barre du bas. Vous n'hésitez pas à poser vos questions et nous les traiterons en fin de présentation. On réservera un temps dédié à ces questions. On essaiera de répondre à toutes les questions. Et je vous rappelle que le webinaire est enregistré et il sera rediffusé sur la chaîne YouTube WeMake. Donc, je vais te laisser la parole, Franck. Merci. À Merci, toi. merci beaucoup Dominique. Donc oui, projet Le Héros. Donc Le Héros, c'est pas moi, hein. Je ne sais pas si c'est le projet, et toujours est-il qu'il a donné des résultats. Mais voilà, on a trouvé un acronyme sympathique à ce projet. Je vais évidemment pas donner tous les résultats du projet. Il y aura quelques données de publication qui seront fournies au fur et à mesure de ma présentation. Parce que c'est un projet qui a été, comme je le disais, qui a donné pas mal de résultats, surtout qui a donné beaucoup d'idées. Donc, il a donné des perspectives et dans ces perspectives, il y a d'autres projets qui ont été lancés depuis. Donc, je me permettrai aussi en fin de présentation, du coup, de montrer ces perspectives. Donc, moi, je suis professeur à Nantes Université. On a fait ce projet au départ avec Christian Béraud et puis ensuite avec Thomas Soulard. Voilà, les résultats que vous allez voir aujourd'hui, ce sont les résultats de ce projet collaboratif. Donc, avant de rentrer dans le détail de l'objectif du projet lui-même, je voulais juste rappeler, poser un petit peu le décor sur finalement la perception de la biocolonisation des structures marines. Là, vous voyez qu'on peut le voir sous un angle purement positif, hein, c'est-à-dire que ça génère de la biodiversité, un peu moins positif, c'est-à-dire qu'on peut avoir des espèces invasives dans cette biodiversité, et là, on peut avoir différents composants, hein, qui peuvent être colonisés, notamment ici des anodes sacrificielles, etc. Le nettoyage est particulièrement difficile. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le décor du point de vue biodiversité. Ensuite, du point de vue fonctionnement des systèmes, donc évidemment, le biofouling sur les machines tournantes, typiquement les hydroliennes, hein, mais aussi n'importe quelle machine tournante se trouvant sous l'eau, mais aussi de manière peut-être un peu plus curieuse, les outils de mesure. Là, vous avez une sonde de mesure de multiparamètres qui a été placée pendant 6 mois sans maintenance. Elle est équipée d'un système, alors a priori anti-fouling, hein, sauf que vous voyez qu'au bout de 6 mois, elle est gorgée de biocolonisation, en l'occurrence des moules, qui induisent une déviation importante des paramètres mesurés, hein. Donc voilà, au niveau des fonctionnements du système, c'est un vrai sujet. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur la partie chargement mécanique des structures, et c'est ce qui a fait, en fait, l'objet de ce projet. Alors, donc le projet, hein, le HEROS, l'acronyme, il est pour Load Effect of Heterogeneous Ruggedness of Marine Growth. Donc l'objectif, hein, c'est de travailler sur la rugosité de ce marine growth, c'est d'essayer de comprendre comment on peut la mesurer correctement, la modéliser correctement, et ensuite voir son effet le mieux possible sur les chargements hydrodynamiques.
Donc, au niveau du plan, je vais avoir trois grandes parties, une sur les enjeux, l'autre sur la question qu'on s'est posée, puis la méthode pour y répondre, et le troisième sur les résultats et les perspectives. Sur les enjeux, on va vraiment poser le contexte et les besoins, les attentes du projet, puis de quoi on parle, donc notamment avec le Rex Oil and Gas, et puis ensuite, voilà, travailler sur les autres points. Alors, sur le contexte et les besoins, alors les planches sont en anglais hein, systématiquement, donc c'est un projet, comme je disais, il y a essentiellement le Léa et le GEM, Nantes Université Centrale Nantes sur ce projet. Donc, le contexte et les besoins, c'est de partir du fait que le Marine Grosse peut jouer un rôle assez important sur la conception et la maintenance des systèmes d'énergie marine renouvelable. Un des points importants dans la quantification des efforts, alors là, nous, on est actuellement beaucoup sur les sujets de fatigue, c'est la rugosité. Et puis, donc, sa définition, sa mesure, etc., mérite une attention particulière, parce que vous verrez tout à l'heure, on ne peut pas tout faire à partir des règlements ou des standards à l'heure actuelle. D'une part, parce qu'elle n'est pas homogène, vous voyez, le long d'une ligne d'ancrage, mais aussi quand on zoome un peu. Et puis ensuite, même si on a une espèce, donc ça pose des difficultés d'homogénéité. Puis ensuite, si vous êtes en multi-espèces, là, on se pose la question de même ce que peut être la rugosité dans ce cas-là. Donc, à partir de ça, notre objectif, ça a été de faire d'abord une revue complètement exhaustive de tous les tests qui ont été faits en bassin par le passé. Ensuite, de donner une définition à partir de ce qui est pris sur site et puis d'aller vers de nouveaux tests qui ont été réalisés dans d'autres projets. Donc, dans les challenges qu'on s'est fixés, d'abord, c'est d'avoir un protocole qui permet de quantifier la rugosité in situ. Donc, ça a été un des premiers résultats que je vais indiquer tout à l'heure. Ensuite, pour la modéliser, quelle était la meilleure méthode de modélisation? Et ensuite, comment on est arrivé finalement à des calculs d'efforts à partir de ça. Donc en fait, on a finalement deux inputs, hein, de la mesure in situ, donc, qui est complètement nécessaire parce qu'on sait qu'on ne peut pas modéliser des arrangements biologiques aussi complexes en laboratoire ou sur ordinateur. Et ensuite, il y a la partie compréhension des phénomènes hydrodynamiques, donc avec des expérimentations donc en bassin, en tunnel pour la plupart. Et la raison essentielle à tout ça, c'est que, et ça c'est pour arriver finalement à des entrées en termes de calcul, hein, d'ingénierie, et la raison essentielle à tout ça, donc à ces essais, hein, c'est que le CFD en 3D est très coûteux au niveau numérique. Et de toute manière, même si on arrive à résoudre un certain nombre de problèmes au niveau numérique, il faut pouvoir les comparer à des résultats de référence qui sont de toute manière obtenus en bassin. Donc, c'est pour ça qu'on a encore besoin, hein, aussi curieux que cela puisse paraître, d'avoir des essais en bassin. Et c'est pour ça qu'on s'est porté essentiellement sur ce travail. Alors, les résultats que vous avez ici, c'est un autre projet qui est en cours, hein, sur lequel on se pose le sujet de la CFD. Mais là, on était vraiment sur les questions de bassin. Et évidemment, hein, sous-jacent à tout ça, c'est les questions des incertitudes, donc à la fois sur les essais en bassin, les sorties des essais en bassin, mais aussi sur les mesures. Et donc, ça va sous-tendre un petit peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si on regarde maintenant les effets, donc du point de vue, hein, je le dis hein, tout à l'heure, donc comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau calcul de structure, si on dézoome un tout petit peu, on va avoir ici une augmentation du diamètre, une augmentation de la masse, finalement un effet de masque sur les composants qui vont poser des problèmes d'inspection, une augmentation de la masse ajoutée au niveau hydrodynamique, potentiellement des attaques biochimiques, hein, notamment peut-être potentiellement des effets de biocorrosion. Nous, on va se concentrer sur tout ça, sur le changement des coefficients affectant les efforts, donc sur les instabilités de flux, et donc en travaillant essentiellement sur les conditions environnementales de mesure, la manière dont on peut inspecter, les efforts hydrodynamiques, la présence d'incertitudes, et évidemment, hein, les deux finalement phares qui nous guident et qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est
améliorer la fiabilité ou la quantification de la fiabilité et aussi permettre d'avoir des plans d'inspection de maintenance qui soient optimisés et les plus pertinents possibles. Alors, juste un petit, pour savoir de quoi on parle, hein, juste un petit retour d'expérience de l'offshore pétrolier, un tout petit, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Juste pour montrer la complexité des assemblages qu'on va retrouver, donc dans les zones de splash, dans les zones un peu plus profondes, et puis dans les zones vraiment au niveau du fond. En mer du Nord, donc là, on voit qu'on a un certain nombre d'espèces. La complexité, elle va donc dans le fait que ça change en fonction de la profondeur, hein, et que ça change en fonction qu'on a des assemblages d'espèces différents et en plus avec des durées de vie différentes. Donc potentiellement, on peut avoir des assemblages qui varient, notamment dans les premières années. On a aussi énormément travaillé dans le golfe de Guinée, donc avec Total notamment, où on aboutit à peu près au même constat. Donc là, dans le golfe de Guinée, on a pu avoir une vision un peu plus exhaustive parce qu'on avait des rapports d'inspection d'énormément de structures. Donc, on a pu régionaliser, hein, la partie des espèces présentes, modéliser, et puis du coup, avoir aussi des ordres de grandeur, hein. On a pu atteindre, par exemple, dans la région notée C ici, hein, plus de 25 cm de colonisation, notamment sur des coraux à 20 ans. Voilà, donc là, on a posé ensemble là, le contexte. Je vais m'attarder maintenant sur la méthodologie qu'on a utilisée plus spécifiquement pour répondre aux objectifs dans le cadre de ce projet. Et donc, en essayant d'abord de voir ce qu'il faudrait avoir. Ce qu'il faudrait avoir, c'est avoir une évaluation multiparamètres sur lequel on a finalement à peu près toutes les informations qui sont un peu schématisées ici avec le carré, là, avec plusieurs couleurs, qui vont introduire finalement l'intensité du courant, qui peut changer potentiellement, hein, les régimes de flux, les vagues, les courants plus vagues éventuellement, donc on peut avoir au travers d'un certain nombre de paramètres hydrodynamiques. Aussi la rugosité, qui va être finalement le point d'ancrage de notre exposé aujourd'hui. La flexibilité ou la souplesse d'un certain nombre d'espèces, donc savoir notamment si on est sur du rigide ou du souple. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la rugosité et sur le rigide. Évidemment, l'épaisseur, la masse, etc., etc. Donc, on a énormément de paramètres qui font qu'on a des courbes qui sont assez complexes à observer. Là, par exemple, ici, ce sont des essais qui ont été réalisés dans les années 70-80, mais on va à hauteur de houle fixée, hein. Donc, on a un régime de houle qui est complètement fixé. On calcule le CD, donc là, c'est le coefficient de traînée, donc il va directement impacter l'effort de manière linéaire, hein, le coefficient de traînée. Et il est fonction ici, sur cette figure, du nombre de Reynolds et du nombre de Culligan et de la rugosité de la biocolonisation. En fait, on voit tout de suite qu'on a beaucoup de paramètres. Et donc, si on veut faire des essais en bassin exhaustif, finalement, on va devoir fixer un certain nombre de ce paramètres. Et c'est l'objet, finalement, du deuxième niveau. C'est-à-dire qu'on va essayer plutôt de se concentrer en fonction des sujets. Donc, suivant si on est sur des sujets de tempête, de fatigue, d'espèces rigides, d'espèces souples, d'avoir des évaluations avec le moins de paramètres que ceux qui étaient envisagés ici. C'est le cas ici, par exemple, si vous avez une évaluation de ce même CD, mais en courant seul, en présence d'un nombre de Reynolds élevé, hein, on va dire supérieur à 10 puissance 5, 5, 10 puissance 5. Et là, c'est fonction toujours de la rugosité, donc cet effet de la présence de la rugosité. Et donc, quand même, l'objectif à la fin, ça va être d'avoir les efforts sur cette structure, donc avec ces différents niveaux qu'on va décomposer, de telle manière à avoir l'appréciation la plus fine possible des efforts en fonction des différents régimes. Et je le répète, les sujets de fatigue et les sujets de tempête ne vont pas forcément être traités de la même manière d'un point de vue à la fois méthode hydrodynamique et aussi estimation des efforts. Voilà, donc l'objectif, hein, c'est voilà, on a donc des études à réaliser pour traiter l'ensemble de ces paramètres, et ce n'est pas le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, hein, qui a tout résolu, hein. En rouge, vous avez les points d'ancrage essentiels, et puis ensuite, on a ciblé aussi quelques études, notamment
notamment sur les courants, en présence de courants seuls. Là, vous avez la panoplie un petit peu de projets sur lesquels on a travaillé, on va dire, depuis 12-13 ans, avec une bonne partie de projets France Énergie Marine, hein, vous voyez les logos ici, qui ont permis de contribuer de manière assez significative à des avancées. Je pense notamment à Biop Plus, où on a eu des protocoles, hein, qui ont pu être avancés en termes de mesures. Le ROMG, il était un peu central là-dessus parce qu'on s'est vraiment concentré sur le volet rugosité. Alors, les résultats maintenant, je vais vous donner 3 familles de résultats. Donc, d'abord, la définition de la rugosité. Donc là, c'est une figure qui est issue d'une publication qu'on a réalisée. Vous aurez évidemment les planches, donc elle est citée ici, sur lesquelles on est revenu sur la notion d'épaisseur, de mesure de circonférentielle, de mesure de rugosité par rapport à ça, en lien avec la manière dont opérationnellement on peut mesurer les choses. Alors, c'est notamment important quand on transforme l'épaisseur, quand on distingue épaisseur et rugosité. Hein, l'épaisseur, on peut très bien dire on la mesure à partir des pics ici, ou à partir des creux, ou une sorte de moyenne. Et la rugosité se définit par rapport à un cylindre qui serait inclus ici et qui serait complètement lisse. Donc, en fait, on relie ici tous les creux. Et la rugosité, c'est la distance creux à crête. C'est la même définition qu'on utilise de toute manière en sciences des matériaux. Alors, juste en remarque préliminaire, pour dire où est-ce que ça se situe, en général, ce qui est très facile, c'est de mesurer des épaisseurs. Ce qui est difficile, c'est de mesurer des rugosités. Donc là, nous, on s'est vraiment concentré là-dessus, hein. Donc là, vous avez typiquement un profil de rugosité mesuré, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, la définition de la rugosité, hein, c'est cette partie-là. Voilà. Et en sachant que voilà, ça, c'est idéalisé, à la réalité, c'est ça, hein. Donc, on va avoir pas une seule rugosité. Et ce qui est pratiquement impossible, c'est la masse. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui, mais voilà, on a de fortes incertitudes sur la masse parce que les questions de protocole de mesure de la masse sont vraiment extrêmement complexes. Donc, on va vraiment se concentrer tout d'abord sur les questions de mesure de la rugosité et de protocole. Donc, ça, c'est la première famille de résultats issus de ce projet. Donc, on a développé un petit système qui a été ensuite utilisé dans pas mal de projets, essentiellement, en fait, d'ailleurs, dans les projets France Énergie Marine. Donc, un système qui est facilement transportable, facilement aussi, qu'on peut envoyer facilement par la poste, qui nous permet de faire de la mesure de la reconstitution d'images 3D sous l'eau, de gérer aussi différents flux de lumière sous-marine, et d'en déduire finalement le profil de rugosité que l'on peut avoir à partir de cette mesure en 3D. Donc, pour ça, on a essayé de qualifier ce matériel en se plaçant dans une configuration, on va dire, assez réaliste. Là, vous avez la rugosité artificielle que l'on a reconstituée, donc avec des couleurs, des formes différentes, des tailles différentes, et finalement une distribution de rugosité que l'on a ici, qui est assez raisonnable par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Des bacs que l'on a, nous, au laboratoire, qui nous permettent de modifier la turbidité. Donc, ce sont des bacs qu'on a installés il y a déjà pas mal d'années. Et puis ensuite, donc, dans ces bacs, hein, donc, ce dispositif qui est immergé et pour lequel on va modifier les intensités lumineuses, la turbidité, etc. De telle manière en fonction des situations dans lesquelles on va se retrouver, déterminer l'histogramme de rugosité qui est obtenu par rapport à ce qui était prévu initialement, ce qui était parfaitement connu en situation de référence. On a utilisé quelques outils statistiques, c'est bien connu pour les gens qui font de l'inspection, hein, c'est les courbes ROC, donc Receiver Operating Curves, qui sont les characteristic curves, pardon, qui sont des courbes qui permettent de qualifier les fausses alarmes et les bonnes détections, puisque là-dedans, on va potentiellement avoir des fausses alarmes si on veut améliorer l'algorithme de détection de la rugosité, le rendre plus fin et donc gagner en détection. Et puis, en revanche, hein, si on veut diminuer le nombre de fausses alarmes, souvent, on perd en détection. Donc, il y a une sorte d'optimum.
Et là, en fait, l'optimum qu'on a trouvé, hein, pour des situations réalistes, sous-marines, à partir de ce dispositif, hein, c'est 0,75 cm, c'est-à-dire pratiquement, on va dire, un tout petit peu moins d'un centimètre de précision. Ça veut dire qu'il faut être modeste, hein, sur des mesures in situ. Pour l'instant, à notre connaissance, on n'a pas vu de papier qui descend en dessous ce seuil de détection-là. Et à ma connaissance, ce seuil de détection est le plus fin qu'on puisse avoir, hein, pour ce genre d'appareillage, c'est-à-dire un appareillage extrêmement simple, hein, évidemment. On est sur un appareillage qui va coûter moins de 2 000 euros, hein, au total, avec la perche, etc., et qui est télescopique, qui donc permet de gérer les distances, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais les distances à la cible aussi, qui vont nous permettre aussi d'améliorer la qualité. Donc en fait, on sait maintenant qu'en fonction des conditions in situ, on peut régler l'appareil de telle manière à avoir quelque chose d'optimal. Donc ça a été un premier renseignement qui nous a quand même occupé une bonne partie du temps du projet. Le deuxième résultat tout de suite qui vient derrière, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'on peut faire un certain nombre de mesures in situ, là, vous voyez qu'on est sur des amplitudes de rugosité à peu près de 3 cm, là. Donc, on est inférieur à notre, assez largement inférieur à notre seuil de mesure. On a donc, une fois qu'on a cela, il faut qu'on puisse le caractériser, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on va sortir d'un profil de rugosité comme mesure qui peut être intéressant après pour notamment rentrer dans des schémas de simulation en bassin. Donc, ça, ce sont justement des mesures qui ont été, des profils qui ont été mesurés sur SEMREV, hein, sur des lignes d'ancrage qui étaient exactement à la même profondeur, qui ont été nettoyées la même année et sur le même site, qui nous montrent qu'on a des assemblages en termes d'espèces. Alors là, on a la chance d'avoir qu'une seule espèce, hein, dominante, c'est en termes de macro-rugosité, hein, c'est les moules. Donc, on a cette chance et donc on a pu avoir des profils répétitifs sur la même espèce. Donc, en fait, on a eu ces trois profils-là. Donc, quand on les regarde comme ça, on peut se dire, ils sont assez différents. Alors, évidemment, puisque quand on fait une réalisation de champs aléatoires, on obtient aussi des profils très différents, même si on les fait générés à partir d'un modèle mathématique. Donc, ça ne nous surprend pas trop. Ce qui nous a plutôt intéressé, c'est de savoir comment on pouvait caractériser ça. Alors, on est parti sur des statistiques un peu toutes bêtes, hein. On a pris les moyennes de la rugosité. Donc, on s'est dit, en moyenne, on arrive à se dire, on a à peu près 2 cm. Donc, ça, c'est satisfaisant. Par contre, en écart type, on avait des forts écarts sur les écarts types obtenus. Et on s'est dit, c'est certainement pas avec des statistiques basiques comme ça qu'on va pouvoir caractériser ça correctement. Et donc, finalement, la deuxième approche qu'on a décidé de regarder, c'est est-ce qu'on pouvait avoir une signature similaire de ces trois trajectoires, sachant qu'une fois de plus, c'était les mêmes assemblages, hein. Donc là, c'est la rugosité en fonction de la profondeur, hein. Donc sur une profondeur qui est toute petite, hein. On est sur une quarantaine de centimètres, hein. Donc c'est juste pour vous rappeler ce que c'est ce profil. Donc on a trois profils de rugosité. Et donc, on a regardé la dimension fractale, et sur la dimension fractale, donc on a regardé différentes méthodes de mesure de cette dimension fractale. On a retenu le madogramme parce que le madogramme, c'est celui qui nous donnait finalement les résultats les plus stables, sachant qu'on devait avoir un résultat stable puisqu'on avait potentiellement des profils similaires. Et donc, on a obtenu pour les trois rugosités effectivement des résultats qui étaient assez similaires, du moins d'un point de vue statistique, qui étaient très similaires, qui étaient très intéressants. Donc ça, c'est les intervalles de confiance, hein, sur ces profils. Donc voilà, une fois qu'on a mis aussi les incertitudes statistiques, donc on est sur des choses similaires, beaucoup plus similaires d'ailleurs beaucoup plus intéressantes que sur les autres méthodes qu'on a pu tester. Et donc, on a pu en déduire qu'on arrivait à avoir une méthode de post-traitement qui nous permet d'avoir une signature. Donc, signature qui nous permet de dire, voilà, on est capable d'avoir une idée de la manière dont est constitué notre assemblage. Ça veut dire qu'à partir de ça aussi, on est capable de reconstituer en impression 3D, par exemple, un assemblage similaire avec pas mal d'aléas. Et donc, après, de pouvoir repartir sur des mesures. Alors, on n'a pas encore été jusque-là, hein. Au risque de vous décevoir, on n'a pas encore été jusqu'à ce niveau de détail parce qu'on a encore beaucoup, avec rugosité fixe, on a encore beaucoup de choses à comprendre. Donc, on va aboutir maintenant au troisième pan finalement des résultats, troisième et dernier pan, c'est les effets sur le chargement. Donc, j'ai essayé évidemment, hein, de bien citer, hein, tous les partenaires.
qui ont permis d'avancer aussi sur ces sujets. Je cite aussi les projets, hein. Là, il s'agit d'un travail qui a été fait avec Ifremer et France Énergie Marine dans le cadre d'un projet France Énergie Marine, qui est un projet qui s'appelait Ondine, dans lequel on a fait de la reconstitution, dans lequel on a reconstitué des assemblages aléatoires, hein, de moules, alors avec une rugosité fixe, mais par contre un assemblage aléatoire en termes de position. Alors, c'est aléatoire, mais par contre, c'est basé sur l'analyse d'image, hein, donc ce n'est pas du bruit blanc. Donc ça, simplement pour vous rappeler, une fois de plus, hein, où est la définition de la rugosité qu'on voit peut-être un peu plus facilement, hein, sur cela. Là, on a vraiment l'extérieur du niveau où on a le creux, hein, de toutes les rugosités, et puis la rugosité se définit à partir de ce seuil. Cet assemblage, voilà, vous le voyez un petit peu mieux ici en vue de plan. Donc, je vais revenir maintenant sur la partie calcul d'effort. Donc, simplement rappeler 2-3 choses pour être sûr qu'on parte bien des bonnes bases. L'objectif, c'est d'avoir des efforts nodaux, hein, pour rentrer dans un code élément fini de structure. En général, on part, hein, de la connaissance des vagues, du vent sur site, etc. On va aboutir au champ cinématique par, en général, un modèle de champ cinématique de houle. On va ensuite aboutir au chargement distribué sur les composants de la structure. Donc là, on est sur des composants essentiellement des lignes, des câbles, hein, et puis éventuellement, pour les efforts de Morrison, c'est ce que je vais traiter tout de suite là, une adaptation pour les flotteurs. Et puis, évidemment, toute la partie équivalence énergétique et puis élément fini pour la partie calcul des efforts. Donc, on a un certain nombre de variables environnementales, la hauteur et la période, et puis un certain nombre de paramètres qui vont intervenir dans les efforts de Morrison, qui sont les coefficients hydrodynamiques et l'épaisseur de bioconnélisation. Donc, ces paramètres vont intervenir donc dans les équations de Morrison, qui sont écrites, hein, dans le repère local du composant. Donc là, c'est un joint en Y un peu plus complexe. Et puis, donc, on retrouve dans cette formule, alors par exemple sur l'effort de traînée, l'effet d'augmentation de diamètre, puisque c'est un facteur multiplicatif ici. Le mg, il est pour marine grosse, hein. Excusez-moi. Le mg, il est pour marine grosse, donc cet effet d'augmentation de diamètre qui est présent ici. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est ces coefficients hydrodynamiques, puisqu'ils vont être impactés par la rugosité. Donc, c'est ceux-là qui vont nous intéresser dans le projet. Les questions d'augmentation de diamètre, là, on n'en parle pas aujourd'hui, hein, c'est un des deux paramètres. Voilà, donc les effets du marine grosse, ils sont ici sur l'effort de traînée, on l'a vu tout à l'heure, ils sont ici sur l'effort d'inertie, ces deux efforts sont sommés, hein. Et puis, les effets hydrodynamiques, donc, qui vont faire intervenir notamment la rugosité, mais aussi le champ cinématique, puisque ces coefficients vont dépendre en fait du champ cinématique, c'est-à-dire du type et de l'intensité de la houle ou du courant qui interviennent sur la structure. Ils doivent être déterminés. Comme je disais tout à l'heure, hein, ils vont être déterminés essentiellement à partir d'essais en laboratoire. Une fois de plus, là, ici, ce sont des essais qui ont été réalisés par rapport à la rugosité qu'on a pu voir tout à l'heure, hein, dans le cadre du projet Ondine. Donc, c'est vraiment tout de suite, le projet LERO a tout de suite fourni des données à ce projet Ondine, France Énergie Marine, qui ont permis aussi d'avancer, on va dire, peut-être un peu plus vite, moi je l'espère, sur la caractérisation de ce qu'il fallait faire comme essai en bassin. Voilà, donc pour avoir les effets hydrodynamiques, hein, il va falloir du coup qu'on ait aussi, hein, le Reynolds et le Culligan-Carpenter, donc deux paramètres hydrodynamiques, pour caractériser du coup complètement ces coefficients, donc rugosité et puis ces paramètres. Alors on a fait, c'est un petit peu ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein, une analyse bibliographique, alors essentiellement dans un premier temps sur les coefficients de traînée en steady flow, donc le CDS, le S il est ici pour steady flow, c'est-à-dire courant. Donc on a repris beaucoup de bibliographies avec des pourcentages de couverture différents, j'en ai pas parlé, mais évidemment c'est quelque chose qui va impacter de manière très forte l'évolution des efforts, pourcentage de couverture. La rugosité ramenée au diamètre, donc c'est une donnée adimensionnelle, hein, rugosité K divisé par le diamètre. Le fait qu'on soit en plusieurs niveaux ou un seul niveau de colonisation, etc.
Et puis, donc, on a collecté comme ça pas mal de données en essayant aussi de bien vérifier qu'évidemment que le CD était systématiquement calculé par la même méthode et si ce n'était pas le cas, en recalculant le CD avec la méthode qui permettait de tout obtenir de la même manière. Là, je m'intéresse essentiellement au CDS, mais on a été un petit peu plus loin, hein, notamment dans une publication pour caractériser plus globalement les efforts. Alors, si je reprends le CDS, là, on a donc l'équation qu'on a portée, nous, ça a été, à partir de toutes ces données, de retrouver une ligne de tendance, donc vous retrouvez hein, inscrite sur ce graphe, une ligne de tendance en fonction de la rugosité divisée par le diamètre hein, du composant. Donc, rugosité divisée par le diamètre qui varie entre 10 puissance moins 6, c'est-à-dire en gros quelque chose de complètement lisse, et puis une rugosité de 0,1. Alors, je fais une petite parenthèse, parfois, on peut avoir des rugosités supérieures à 0,1, notamment dans le cas d'assemblages assez complexes, et c'est notamment ce qu'on a pu voir avec Total quand on était dans le golfe de Guinée. Ça peut être le cas aussi quand on a un diamètre faible, donc typiquement sur des ancrages. Hein, on a un diamètre faible au regard de ce qui a été étudié dans l'offshore pétrolier. Là, on est essentiellement hein, sur des diamètres, sur des rugosités divisées par diamètre qui concernent des diamètres de composants, on va dire, supérieurs à 60 cm hein, la plupart du temps. Donc, on a eu cette courbe de tendance, c'est la courbe que vous avez en rouge ici, dont l'équation est reprécisée ici. Donc, on a le K sur D qui intervient ici, mais on a aussi le pourcentage de couverture qu'on a introduit. Et puis, on a aussi le fait qu'on ait un ou plusieurs niveaux de colonisation. C'est-à-dire qu'on est sur une première année de colonisation ou sinon, on a plusieurs assemblages qui se sont superposés. On a pu produire comme ça une première donnée et puis aussi l'incertitude qu'on avait sur ce modèle, donc en calculant tout simplement le résidu. Hein, vous voyez que les essais ils sont répartis de manière assez uniforme, hein, autour de du moins assez égale autour de cette tendance. Alors ça, pourquoi on l'a fait? C'est tout simplement pour pouvoir rentrer ça assez facilement dans des calculs de fiabilité et d'analyse de risque, puisque à chaque fois que vous écartez cette ligne rouge, hein, vous augmentez potentiellement l'effort, si vous allez à l'extrême ici, de 10 ou à 15%. Donc on est sur des choses qui sont assez significatives quand on va notamment parler de fatigue. Donc il est important d'introduire hein, cette incertitude, du coup, qui est une incertitude vraiment liée alors, soit à la géométrie de la colonisation, c'est-à-dire que parfois ici on a des graviers, parfois on a du sable, etc. Mais on n'a pas suffisamment de données pour travailler à géométrie unifiée, et parfois la géométrie n'est pas suffisamment caractérisée non plus. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a tout unifié ici. Donc les incertitudes proviennent soit de la géométrie, soit finalement des essais. Hein. Là, on est sur une vingtaine d'années d'essais, et les manières de réaliser des essais, de mesurer les efforts, etc., n'étaient pas la même, évidemment, durant ces 20 ans. Donc, simplement, les process de post-traitement ont été rigoureusement identiques, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Voilà, donc on a pu caractériser ici, c'est le point que vous avez ici, hein, la qualité du modèle par rapport aux essais. Donc, sur un diagramme qui est un peu particulier, que moi j'aime bien, qui est le diagramme de Taylor, qui permet de voir la corrélation. Donc, ça, évidemment, on a une corrélation de 0,75, donc qui n'est pas si mal que ça par rapport aux essais. Un écart type de 0,2, donc qui est significatif, mais voilà, il est dû aussi à la variété des essais qu'on a obtenus, et puis donc une erreur quadratique de 0,15. Donc avec finalement une adéquation qui était assez bonne, mais la limite, elle est évidemment dans la géométrie de la colonisation. C'est pour ça que je vais maintenant m'attarder, je pense que je suis à peu près dans les temps, je vais m'attarder à dresser 2-3 perspectives très rapidement. Donc, je le citais tout à l'heure, hein, le projet Ondine piloté par France Énergie Marine, sur lequel les essais ont été réalisés. Et là, on est revenu sur des questions de géométrie. Vous voyez, c'est que là, on ne parle pas de rugosité, mais on parle de rugosité et de géométrie et d'assemblage, avec notamment des distances pic à pic qui sont parfaitement définies. Ce n'est pas le cas de tous les essais qu'on a dans la littérature. Là, on a une collaboration avec une université italienne à l'heure actuelle où on a aussi ces questions de géométrie, mais là, sur des balanes. Donc là, très important de travailler sur des géométries réalistes. On s'est aperçu aussi en travaillant avec l'Université du Massachusetts sur un jumeau numérique dédié à de la fatigue qu'on a. C'est un projet I2Flow dans lequel on a comme partenaire Maréal. Donc, on s'est aperçu qu'on avait un vrai problème de caractérisation des efforts dans les standards pour les chaînes d'ancrage. Et ça a été très peu étudié. Et donc là, on a le schéma, hein, puis là, l'essai, qui va nous permettre de caractériser ce qui se passe en temporaire et en complètement colonisé
sur une chaîne. Élément qui nous a paru important d'étudier parce que pas forcément pour des lignes caténaires, mais même pour des lignes semi-tendues, on va avoir des éléments de chaîne dans la zone où potentiellement il y aura beaucoup de colonisation. Donc, on s'est focalisé là-dessus avec l'Université du Massachusetts et là, on a reconstitué hein, ici, alors avec des géométries beaucoup moins ambitieuses que ce qu'on a fait avec Ifremer dans la planche précédente, puisqu'on est sur des petits composants ici. Donc, on a reconstitué hein, de l'impression 3D de moules avec des assemblages relativement similaires. Donc une étude qu'on démarre, là, c'est sur les algues, notamment les laminaires, qui sont présentes sur un certain nombre de sites. Donc là, le vrai problème, bah, c'est de… Alors, caractériser une laminaire, ce n'est pas très compliqué. On a des campagnes in situ qui démarrent la semaine prochaine là-dessus. Le problème, c'est d'utiliser des laminaires pour des essais en bassin, hein, puisque c'est des matériaux qui sont extrêmement fragiles, avec des durées de vie hors eau salée qui sont très faibles. Et donc, on s'est posé la question cet hiver hein, de l'impression 3D. On va d'ailleurs travailler pour partir dans le projet BioDeal sur ce sujet-là, qui est un projet France Énergie Marine. Et là, on a fait plutôt des preuves de concept hein, pour montrer qu'on était capable d'avoir des gradients de rigidité sur l'impression 3D que vous retrouvez ici, hein, là sur une branche de laminaire simple, et puis là, vous avez une branche à trois parties. Là. On voit qu'on est capable de reconstituer des gradients de flexibilité. Là, on est vraiment sur une membrane extrêmement flexible, hein, donc elle n'a pas du tout de rigidité, alors que là, on est sur un composant qui a une rigidité, c'est le même composant que ce qu'on va voir ici. Donc, ça peut paraître un peu saugrenu, mais c'est complètement fondamental si on veut faire des essais en bassin répétitifs, de disposer d'un matériau modèle. Et là, on commence à avancer sur des choses intéressantes et on a même travaillé des questions de fixation hein, sur des structures. Et puis, dernier point, donc sur lequel alors on s'éloigne un petit peu de la rugosité, mais on a été obligé de la traiter quand même pour partie. Sujet qu'on a traité dans le cadre d'un autre projet WIMEC, qui est le projet Bioditerm, qu'on a couplé avec un projet France Énergie Marine Ondine, où là, on s'est posé les questions des échanges thermiques et on a été obligé de revenir sur cette notion de rugosité, puisqu'en présence de flux, la rugosité va jouer un rôle dans les questions de convection. Et donc, là, on a trouvé un résultat assez surprenant. C'est pour ça que je finis par ça et que je vous le montre. C'est qu'entre des moules vivantes et des moules mortes, les coefficients d'échange thermique, de conductivité effective thermique qu'on a obtenus étaient très différents en fonction du gradient de température qu'on leur appliquait. Par contre, assez facile à suivre. Hein. Là, vous avez les moules mortes et puis là, vous avez les moules vivantes qui montrent que sur certains sujets, alors ce n'est pas le cas évidemment sur le volet hydrodynamique forcément, il faut se rapprocher le plus possible hein, de métabolisme parce qu'on peut faire des erreurs assez significatives, notamment sur les coefficients d'échange thermique. Voilà, c'était tout pour ma partie un peu exposée. Voilà, je suis évidemment complètement ouvert à toute question, hein, s'il y avait des questions. Excusez-moi, je n'avais pas mis le son. Oui, merci beaucoup, Franck. Oui, il y a des questions. Alors, j'ai déjà 2 questions que je vais te faire part. Une question de Benoît qui alors je te lis la question, hein. Le dispositif d'acquisition de la mesure se fait via un plongeur, manifestement. Est-ce qu'il peut être, transféré sur une autre, unité mobile de type ROV ou AUV, par exemple? Et quid de la sensibilité au mouvement du système d'acquisition, c'est-à-dire tout ce qui est correction, recalage d'images a posteriori? Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet. Alors pour l'instant, je réponds très rapidement, c'est développé pour des plongeurs, utilisé par des plongeurs. Maintenant, on a une première étude de faisabilité qu'on a implémentée sur un tout petit robot, un robot, on va dire, plutôt de laboratoire, qui est un BlueRov. Et en fait, on travaille dans le cadre d'un projet Carnomère avec le LS2N, Olivier Carmorvan, sur des questions d'asservissement de la prise de mesure, pardon, d'asservissement de la stabilisation du robot à la prise de mesure.
Alors, et on a dans ce cadre-là le développement d'une petite carte. Alors, l'objectif de cette petite carte ou du petit programme ou de la carte informatique associée, c'est de pouvoir la greffer sur n'importe quel robot, hein, donc AUV ou ROV. Et en fait, on a mis un peu d'intelligence dans cette carte qui nous permet de savoir à partir de quel moment il faut capter la photo, c'est à partir de quel moment on pense qu'elle va être de qualité, sans qu'elle soit supervisée en surface, pour éviter de stocker du film. Hein, il faut savoir que sur un film de 20 minutes, on va, on va se concentrer sur moins de 20 photos pertinentes pour ce que l'on a à mesurer, principalement les sujets d'épaisseur et de rugosité. Donc, faut savoir que voilà, on a soit des bulles qui passent devant, soit le robot, le plongeur qui n'est pas du tout mis dans des bonnes conditions, soit on a trop de turbidité, il fallait pas filmer à ce moment-là, soit on est trop loin de la cible. Donc, en fait, la question de la spatialisation, hein, de la mesure, d'ailleurs, il y a eu un appel à projet, hein, dans le cadre dans le cadre des dispositifs Pulse, il y a eu un appel à projet d'EDF il n'y a pas longtemps, hein, qui visait justement à recenser les possibilités qu'il y avait de géopositionnement des robots sous-marins. Et nous, on a fait une proposition, y compris des géopositionnements on va dire, précis, hein, pour avoir de la mesure quantifiable, hein, pas simplement du X, Y, Z, mais aussi du distance à la cible. Donc effectivement, c'est un vrai sujet, hein, qui est pas réglé du tout, hein. Ouais. Merci Franck. Une autre question de Benjamin, qui demande si la plateforme, Biocolmar qui a été utilisée dans cette manip, où elle est installée, et si c'est la seule, plateforme dédiée à l'évaluation de la biocolonisation que l'on ait. Alors peut-être sur nos côtes, à l'échelle européenne, plus largement, je ne sais pas si tu sais? Oui, alors effectivement, à l'heure actuelle, alors il y a beaucoup de. Alors, dans le cas des projets Abiop et Abiop Plus que vous avez pu voir tout à l'heure, là, alors je pense qu'on a été assez précurseur pour mettre une plateforme à l'eau sur laquelle on peut changer des coupons et faire une analyse de biocolonisation offshore et tester des dispositifs de prise de vue. On reste précurseur, je me permets quand même de le dire, sur la quantité de coupons qu'on peut embarquer, parce qu'on peut embarquer pratiquement 80 coupons, donc format A4, hein, sur notre structure. Maintenant, il y a maintenant pas mal de dispositifs qui sont opérés. Pour l'essentiel, d'ailleurs, par France Énergie Marine, hein. Je pense notamment au dispositif qu'il y a sur Mistral, donc en Méditerranée, des dispositifs qui sont aussi présents sur Groix-Belle-Île, qui sont des bouées sur lesquelles on va avoir aussi un certain nombre de coupons, et notamment avec, avec le projet Biodil que j'ai cité tout à l'heure, la possibilité d'avoir ça par tranche d'eau, pas simplement en surface, c'est assez facile de mettre des coupons sur un flotteur. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de l'avoir dans la tranche d'eau, hein. Et donc là, il y a des dispositifs maintenant qui vont pouvoir avoir ces informations dans la tranche d'eau. Donc quand même, ça c'est intéressant, hein, d'être à 10, 15, 20 mètres de profondeur, c'est quand même assez capital pour pour le flottant, hein, pour l'éolien flottant. À l'échelle européenne, il y a un dispositif qui existe en Allemagne, au nord de l'Allemagne. Théoriquement, il y a une publication qui devrait sortir assez prochainement, là, qui est du côté de Bremenhaven, hein. Je crois que c'est opéré par le Fraunhofer Institute. Voilà pour la collecte de coupons. Et puis maintenant, pour la mesure d'effort in situ, alors c'est assez original parce que du coup, on fait la même chose qu'en bassin, mais in situ. Du coup, nous, on a une collaboration avec l'université italienne, là, où ils ont un dispositif où on peut implémenter effectivement de la colonisation artificielle, mais sur un dispositif in situ en mesurant les efforts. Maintenant, hors Europe, j'ai rien vu. Alors, ça ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que les gens n'ont pas publié. Parce que là, pour le coup, on est à jour de la bibliographie. Donc, hors Europe, j'ai rien vu là-dessus. Merci Franck. Alors il n'y a plus d'autres questions dans le chat. Est-ce que vous avez encore des questions? Ou alors, tout a été très clair,
Ça vous laisse sans voix? Non, il n'y a pas de il n'y a plus d'autres questions. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Franck, pour ta présentation. Ah, Guillaume qui te remercie et toutes les précisions que tu as apportées sur les dispositifs FEM. Heu, À on Guillaume. le replay du webinaire sera disponible la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de WeMake. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de WeMake, hein, c'est le moyen d'avoir toutes les actualités. On essaie d'en diffuser le plus. Il y a également sur LinkedIn, hein, on essaye de rediffuser, des actualités, des éléments marquants, concernant la filière, et tout ce qui concerne les EMR, du moins qui apparaissent, dans un certain nombre de fils. Je ne dis pas que c'est exhaustif, mais on essaie de relayer au maximum, ce qui concerne notre environnement. Le prochain séminaire, rendez-vous le 25 mai, toujours à la même heure. Présentation, et là je réponds à une question de Cyril, mais c'était prévu. Présentation du projet Set4Wind. Donc c'est un projet qui contribue à la réduction des coûts d'investissement, notamment sur la partie raccordement avec l'optimisation. Enfin, bon, c'est un projet qui cherche à optimiser le dimensionnement des câbles, notamment en s'intéressant à sa montée en température et aux effets thermiques qu'il y a autour des câbles, et la manière dont on peut optimiser justement leur dimensionnement. Donc c'est le 25 mai, rendez-vous, comme d'habitude, hein, à 17 h pour le webinaire, WeMake, et puis de toute façon, nous vous renverrons, ça par la newsletter, et nous vous renverrons des rappels aussi pour que vous puissiez nous rejoindre. Merci à tous. Je vous souhaite, avant notre prochain rendez-vous, un très bon mois. C'est un peu plus d'un mois là avant le 25 mai. Avec quelques ponts, entre les 2, et puis, à très bientôt, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, des sollicitations, et je vous rappelle, l'appel à projet WeMake, hein, qui est ouvert. On est dans la dernière ligne droite, mais il est encore temps de soumettre, des propositions, et on reste à votre disposition pour vous répondre et vous accompagner. Merci, au revoir.